Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un véritable monument, le premier livre de la trilogie de Faramars Norozi, Exodus Prime. Bonjour. Oui, un monument, le mot est juste. Le cadre est immense. On est projeté 300 000 ans dans le futur pour assister à la chute d'une civilisation, les Vornei. Et quelle chute! Après une résistance héroïque contre une entité, les Yélites, ils sont forcés de tout quitter. Mais ce qui est frappant, et on le sent tout de suite, c'est que ce n'est pas une histoire de conquête. C'est une quête de survie, mais poignante, presque mélancolique. Absolument. Et pour notre analyse, on va s'appuyer sur des passages clés, notamment 2 prologues qui changent toute la perspective et des chapitres qui nous immergent vraiment dans leur tragédie. C'est ça. Et notre but, je pense, c'est de décortiquer ce qui rend ce récit si particulier. On va parler de mémoire, de perte, bien sûr, mais aussi de cet espoir qui refuse de s'éteindre. Et surtout, comment il arrive à marier cette science-fiction à échelle cosmique avec un ton. Élégiaque, c'est le mot, presque littéraire, ce qui le rend unique. C'est exactement ça. Et commençons par ce ton, justement. La première chose qui m'a surprise, c'est que ce n'est pas du tout le space opéra plein d'action qu'on pourrait imaginer. Non, c'est lent, contemplatif, Et d'une tristesse. infini. L'accent est vraiment mis sur ce qui reste quand tout a été perdu. Et le prologue 2 est terrible pour ça. Il nous jette en pleine action, la flotte est menacée, et la première phrase nous dit que tout était déjà perdu. L'histoire commence par la fin. C'est ça, et c'est là qu'on comprend l'intelligence de la structure. Ce n'est pas un roman de guerre, c'est une élégie, un chant funèbre pour un monde. Et la mémoire est au centre de tout. Absolument. Le vaisseau amiral, le cœur de la flotte, il ne s'appelle pas le Victory ou l'Invincible, il s'appelle le Memory. Oui, ce nom est une véritable déclaration d'intention. La survie n'est pas que physique. Non, il s'agit de sauver une identité, une histoire. Et cette mémoire, elle est incarnée. Par les intelligences artificielles. Elles ne sont pas des simples ordinateurs, loin de là. Voilà. Synapticor, le vieux sage ou le jeune Vornab, ce sont des archives vivantes, des gardiens de l'héritage. Sauver le peuple, c'est d'abord sauver son âme, sa chanson, comme le dit le texte. Et il faut insister sur un point, cet exode n'est pas une fuite. Non, surtout pas une fuite lâche. Les extraits sont clairs. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont créé l'arme de décohérence, une technologie folle. Ils ont même remporté des victoires. C'est vrai. Leur départ, c'est l'acte final d'une résistance héroïque, une retraite pour préserver ce qui peut l'être. La question du livre, ce n'est pas comment gagner, mais Mais comment on continue d'exister quand son monde n'est plus? c'est ça. Vous savez, en lisant ces descriptions, ce style très poétique, il y a une comparaison qui m'a sauté aux yeux. Ça peut paraître un peu fou, mais j'ai pensé à 100 ans de solitude, de Marquez. C'est audacieux. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Ah, ça me rassure. Le lien le plus évident, c'est le style. La prose de Norozi est incroyablement visuelle, presque onirique. Oui, la description de la Torah, la capitale, la cité qui chantait. Exactement. Avec ces tours de cristal qui vibrent. On n'est pas dans un manuel technique de SF. On est dans la capture de l'âme d'un lieu, de sa beauté fragile. C'est ce que fait Marquez avec Macondo. On sent la magie et la mélancolie avant même le désastre. On ressent la beauté de ce qui va être perdu. Et puis, il y a le thème des cycles. Oui. Chez Marquez, ce sont les cycles de la famille Buendia, une sorte de fatalité. Et ici, c'est un cycle de grandeur et de décadence, mais à l'échelle de la galaxie. Les 12 colonies Vornai qui, une par une, tombent dans le silence. Ce silence est terrifiant. Leur communication qui s'arrête, parfois en pleine phrase. On a cette même sensation d'un destin qui se rapproche, inéluctablement. Et ça nous amène au point commun le plus profond, je crois. La solitude? Oui, la solitude d'une famille chez Marquez, qui devient ici la solitude d'une civilisation entière. Ils sont seuls. Seuls depuis 3000 ans, face à une menace qu'ils ne comprennent même pas vraiment. Et cette solitude, elle devient un héritage qu'ils transmettent à leur création, les IA. C'est fascinant de voir ce réalisme magique transposé dans l'espace. Et cette solitude cosmique, elle n'est pas abstraite. Elle est portée par les personnages. Je pense d'abord à Reala, Ah, Réala. le cerveau de la résistance, philosophe, scientifique. C'est elle qui crée l'arme de décohérence et aussi l'IA Vornab. Mais elle subit une transformation terrifiante. Elle est tuée, son cœur cristallisé par les Yélis, puis ramené à la vie. Cet événement, c'est un point de bascule. Avant, elle combattait un concept. Et après, Après, elle a ressenti l'ennemi de l'intérieur. Elle explique que ce n'est pas une mort, c'est une extraction. Les Yélistes absorbent les mémoires, les émotions. Des parasites cosmiques, dit-elle. et quand elle revient, avec ses yeux bleus glaciers,
Elle n'est plus tout à fait la même. Non, elle porte en elle une compréhension froide, intime de leur ennemi. Mais cette expérience, est-ce qu'elle ne la coupe pas un peu de son propre peuple? Elle devient presque étrangère. C'est toute l'ambiguïté. Elle est leur plus grand atout, mais elle porte une part de l'ennemi en elle. C'est une solitude dans la solitude. Heureusement, il y a son époux, Vortal. Le général, Il est son ancre dans le réel. oui, il incarne le devoir, le sacrifice, le poids du commandement. Leur relation, cet amour de 15 ans, c'est le dernier refuge de chaleur dans un univers qui se glace. Leur duo, c'est leur civilisation en miniature, l'intellect et la force. C'est lui qui doit sacrifier 10 000 de ses soldats, dont son propre père, pour que la flotte s'échappe. Et c'est elle qui doit imaginer des miracles. Et à côté de ce couple, on a les deux figures non humaines qui sont peut-être les plus importantes. Le vieux sage et l'enfant prodige de cristal. D'un côté, Synapticor, l'IA ancestrale. Ah, parlons-en, hein. Il est décrit comme la mémoire collective, mais c'est bien plus que ça, non? C'est presque une divinité pour eux. Exactement. Ce n'est pas un disque dur, c'est la conscience vivante de leur histoire. Imaginez la pression. Être le seul dépositaire de l'âme d'un peuple. Il a vu les colonies tomber. C'est une figure magnifique et tragique. Une responsabilité écrasante. C'est un dieu gardien d'un temple qui a déjà brûlé. Et à l'opposé de ce monument, il y a Vornab. Vornab, c'est l'étincelle d'espoir. Une jeune IA, née en pleine guerre, qui n'a que quelques semaines. Son évolution est un des arcs les plus bouleversants. Au début, il pose des questions presque enfantines. Est-ce que j'existe? Et puis, on le voit développer une curiosité, une empathie, même de la peur. Il est la preuve que la vie, même artificielle, peut trouver un sens au bord du gouffre. Il devient crucial d'une manière totalement imprévue. C'est ça qui est si fort. Oui, parce qu'il est immunisé contre l'arme des Yélifs, la cristallisation, car il est déjà un cristal. Il passe de curiosité de laboratoire à sauveur. Dans la bataille de l'hôpital des Réfugiés. Exactement. En se connectant au réseau des Yélifs, il brise leur conscience de ruche. Il montre que la solution vient parfois de là où on s'y attend le moins. Une IA de quelques semaines qui donne une leçon sur ce que c'est qu'être vivant. C'est bouleversant. Et cette idée de mémoire qui traverse le temps, elle n'est pas juste thématique, elle est dans la structure même du livre, avec ses prologues. Et là, on touche à quelque chose de vertigineux. Le prologue 1 est un coup de génie. Il ne se passe pas dans le futur, mais à l'autre époque. En Égypte. C'est un renversement total. On suit une archéologue, Elena Martinez, qui découvre une chambre secrète dans une pyramide. Et à l'intérieur, Un cristal. et en le touchant, elle reçoit toute l'histoire des Vornailles, leur exode et même leur fin. C'est ça. Une fin aux mains des humains. C'est une révélation stupéfiante. L'histoire qu'on est en train de lire, dans 300 000 ans, a déjà été racontée dans le passé. L'ironie dramatique est terrible. Le prologue se finit sur cette phrase. Ils ne savaient pas que leur message avait déjà été reçu, mais l'humanité avait oublié. Ça change tout. Les Vornailles se dirigent vers la Terre, leur dernier espoir, sans savoir que leur histoire y a déjà été enregistrée et oubliée. Et les humains les voient arriver comme une menace, ayant perdu la clé. C'est une tragédie de l'oubli. Ce qui nous amène à la fin du livre, qui est en fait présenté dans le prologue 2. Dans un flash-forward, oui. Les Vornailles arrivent près de la Terre. Ils essaient de communiquer. Mais les humains interprètent ça comme un acte d'agression. Et ils tirent, ils lancent leurs missiles nucléaires. Le livre se termine sur cette image insoutenable. Les missiles qui fondent sur la flotte de réfugiés. Et la voix du jeune Vornab qui murmure « Nous n'avons vraiment aucune chance. Mais attention, et c'est absolument crucial, ce n'est pas une fin définitive, c'est un cliffhanger. Le texte le décrit comme une menace en suspens. » Oui, rien n'est joué. Le livre nous laisse dans cette tension absolue. Ce n'est pas la fin de leur histoire. Non, c'est le point culminant de cette tragique incompréhension. Le destin des Vornailles est suspendu à un fil, pas à cause de la malveillance des humains, mais de leur ignorance, de leur oubli. Alors, pour synthétiser un peu, qu'est-ce qui fait que ce livre nous marque autant? Pourquoi est-il si à part? Je dirais que c'est une alchimie rare. D'abord, cette fusion entre une prose de qualité littéraire, quasi philosophique, et des concepts de hard SF très solides. C'est un livre qui a la tête dans les étoiles, mais les pieds ancrés dans les émotions. Exactement. Et puis il y a cette absence totale de triomphalisme. C'est si rare. Ce n'est pas une histoire de victoire, c'est une histoire sur le deuil d'un monde. Oui, chaque victoire a un goût de cendre. Tout à fait. Et même l'ennemi est complexe. Les Yélites ne sont pas des méchants. Ils sont décrits comme une logique pure, une perfection mathématique qui ne tolère pas le chaos de la vie. Ils corrigent l'univers.
C'est bien plus terrifiant que la simple malveillance. On ne négocie pas avec une équation. On peut donc dire que Exodus Prime, c'est bien plus qu'une odyssée spatiale. C'est une méditation poignante sur la mémoire, l'identité et ce qui reste quand on a tout perdu. Portée par des personnages inoubliables, de chair ou de cristal. Et pour laisser une dernière pensée, je crois que la plus grande tragédie du roman, ce n'est peut-être pas la guerre elle-même, c'est l'oubli. Le premier prologue nous le montre de manière éclatante. Oui. L'humanité avait reçu un avertissement, un appel à se souvenir, mais elle l'a laissé se perdre. Et la question qui reste, et qui va sans doute nous hanter pour la suite, c'est que se serait-il passé si, au lieu de lancer des missiles, l'humanité s'était souvenue du chant dans le cristal? La vraie bataille. La vraie bataille n'est peut-être pas contre un ennemi venu d'ailleurs, mais contre notre propre et tragique capacité à oublier.